Alors, salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast Au-delà du sport. Aujourd'hui, j'ai le privilège de parler avec Elhadj Baldé. Elhadj qui est un Salut. patineur artistique, maintenant à la retraite du patinage de compétition, mais très actif au niveau professionnel et également avec sa nouvelle entreprise Skate Global. Donc, j'ai mon chandail. Yeah, je vois ça. Donc, salut Elhadj, comment ça va? Salut, salut. Ça va bien? Écoute, on est là. Hein? Je suis en Californie, fait que il fait beau. Donc, tout va bien. Quand il fait beau, tout va bien. Ouais, puis justement, tu es en Californie présentement. Comment ça se passe, le COVID là-bas, la situation? Euh, je vais être très honnête. J'en ai aucune idée. En fait, j'écoute pas vraiment, j'écoute pas les nouvelles. Fait que je sais que les choses améliorent. J'ai entendu dire que les choses améliorent, que bientôt ils veulent recommencer à ouvrir certaines, genre les restaurants, des petits trucs comme ça. Ils viennent de rouvrir les plages, donc on peut se promener sur les plages. On peut pas s'asseoir, luncher, faire un petit pique-nique, mais on peut se promener sur les plages, donc c'est bien. Donc j'ai l'impression que la situation est mieux. Ça avance, mais je pense que c'est quand même pas, on n'est pas sorti encore du truc, ça c'est sûr. Ouais. Puis toi, comment tu as vécu ça, cette situation-là jusqu'à présent? Ben moi, pour être honnête, euh, ça a commencé bien sûr avec un genre de petit choc, hein, quand tout est arrivé dans un moment. Nous ici, c'était le 13 mars. Ouais. Officiellement, tout est entré en quarantaine. Nous, le 13 mars, c'était supposé être notre célébration d'engagement, moi et Michel. Ouais. Donc, on a dû canceller ça. La journée même, d'ailleurs, parce que la journée avant, on a commencé à avoir certaines personnes qui nous disaient on va sûrement aller en lockdown, donc peut-être c'est mieux de canceller votre truc. Donc, on a attendu jusqu'au dernier moment. Finalement, on l'a cancellé. Donc, c'est ça. Ça a été un peu un choc au début. Après ça, chaque jour, chaque matin, je me réveillais avec un nouveau courriel me disant que cette tournée a été cancellée, cette tournée a été cancellée, les championnats du monde sont cancellés. Donc, je dirais que les premières 2 semaines étaient, je pense comme tout le monde, on essaie de trouver c'est quoi le nouveau normal, c'est quoi la nouvelle situation. Combien de temps est-ce qu'on va vivre dans cette situation? Personne ne le sait. Mhm. Donc, c'était un peu... ouais, mais c'était pas... Je me suis pas laissé trop rentrer dans les détails et dans le scarcity, comme on dit en Ouais. anglais. Euh, donc, c'est pour ça que je me suis pas laissé aller trop... Je suis pas allé trop loin dans toutes les nouvelles et les médias et tout ça. Donc, Pour pas je entrer dirais dans ce cercle vicieux-là de la peur puis ouais, des craintes. exactement, exactement. Je trouve que c'est tellement paralysant Ouais. que j'ai commencé à sentir que ce sentiment était en train de se développer. Et c'est là que j'ai décidé de couper ça et de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. Et avec Michel, on a commencé à enseigner des cours de danse. Moi, j'ai commencé à travailler sur certains projets dont j'aurais peut-être pas eu l'opportunité dû à toutes les tournées que je faisais. J'étais tellement occupé, j'allais d'un projet à un autre, j'avais vraiment pas le temps pour même m'asseoir et commencer un autre projet. Donc j'ai eu une belle opportunité, qu'on veuille le voir comme ça ou pas. Pour moi, ça a été vraiment une belle opportunité de travailler sur certains projets que j'aurais pas eu le temps de travailler dessus. Absolument. Tu as changé un problème en une opportunité. Donc, Exactement. Exactement. Je pense que euh, ça, c'est ouais, en tout cas, c'est une leçon importante que j'ai apprise durant ma carrière de patin. Et ça me, je continue à appliquer ces principes-là même maintenant dans ma vie. absolument. Puis j'aimerais ça justement qu'on parle un peu de ta carrière de patin quand même. Mm. On s'entend que tu as eu une très longue carrière et avec plusieurs succès, aussi plusieurs embûches. Donc, si tu me le permets bien, on pourrait en parler un peu. Bien Euh, sûr. J'aimerais ça savoir, en fait, parce que dans ta carrière, tu as eu plusieurs entraîneurs. En fait, tu as commencé au Québec, ensuite déménagé aux États-Unis pour t'entraîner. Et finalement, tu es revenu ensuite au Québec à la fin de ta carrière avec Bruno et Julie. J'aimerais ça savoir comment chacun de ces endroits-là t'a permis de grandir comme patineur et t'a permis d'atteindre le niveau que tu as eu dans ta carrière.
Ouais, je trouve que c'est une question très intéressante. À travers ce parcours, j'ai appris énormément, non seulement dans le sport, mais juste en tant que personne. Euh, je dirais, je dirais ma, ma première période au Québec, à Montréal, je dirais la plus longue était avec Éric Terrien et Linette dans l'Ouest à Pierrefonds. Ouais. Et je dirais que ma plus grande leçon que j'ai appris avec eux, ce qui m'a vraiment démarqué des autres, c'était justement avec eux, on essayait toujours de pousser à trouver c'est quoi mon style, comment est-ce que je me sépare des autres, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis différent. Bon, c'est sûr que physiquement, déjà, je suis pas mal différent que beaucoup de patineurs, mais encore plus loin que ça dans mon style, dans ma façon de patiner, dans ma façon d'interpréter la musique. Quels sont les aspects qui font en sorte que je suis différent des autres. Donc ça, c'est quelque chose on a vraiment passé beaucoup de temps sur ça. C'est pour ça qu'on allait vers des choix musicaux qui étaient complètement différents. On essayait des choses qui sont pas, qui suivaient pas la norme du patinage artistique. Et ça m'a amené beaucoup de confiance dans mon habilité à être moi-même, en fait. J'ai commencé ce processus avec beaucoup de doutes. Je dirais qu'au début, il y avait beaucoup de gens qui m'approchaient, me disaient « Ah, mais je ne sais pas si c'est le chemin que tu veux prendre. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que ça? » Skate Canada me disait certains trucs. Donc, je sais qu'au début, j'avais beaucoup de doutes parce que justement, c'était pas un chemin qui était normal, comme on peut le dire. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a appris à toujours penser d'une façon comment est-ce que je peux me différencier. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. En fait, tout le monde devrait se questionner de cette façon-là. Je pense Absolument. que en tant qu'athlète, en tant que personne, en tant que patineur, c'est quelque chose qui est très important à explorer. Et ça, c'était les tout débuts de cette exploration. Donc, c'est sûr que avec ça, il y avait l'entraînement technique qui était quand même assez bien. J'étais naturellement très puissant, donc j'arrivais à sauter et faire certains sauts sans même avoir la technique qui serait la bonne, on peut dire comme ça, pour certains sauts. Mais j'arrivais à faire des sauts à un jeune âge. Déjà à 15 ans, je pense que j'avais déjà triple axel. Donc, tu sais, j'avais avancé très rapidement du côté des sauts. Mais encore là, c'était quelque chose qui était naturel. J'y allais avec le feeling. Absolument. Et je suis quelqu'un de très feeling, ça, je pense qu'on le sait. Euh, Oh. Désolé, je ne sais pas si ça a coupé. Ouais, En c'est pas fait, grave. donc c'est ça. Je suis quelqu'un de très feeling, mais encore là, quand ça vient à la préparation technique, c'est très important de ne pas se fier justement juste sur le feeling. Mais dans ce temps-là, dans ma carrière, c'était ça ma méthode de faire. Donc, à un moment, j'ai réalisé que techniquement, j'arrivais pas à être constant, j'arrivais pas à être stable avec mes triples axels, mes triples triples. Un jour, je l'avais, l'autre jour, je l'avais pas. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il change. Aussi, côté mental, j'étais un peu tanné d'être dans le même environnement. J'avais besoin d'être poussé de façon que j'avais jamais été poussé. C'est sûr que là où est-ce que j'étais le patineur qui était, je dirais, j'avais atteint le plus haut niveau. Donc, pour moi, je rêvais d'être dans un endroit où j'étais pas le meilleur, où j'avais des gens à qui je pouvais regarder et dire, OK, je veux être comme ça. Et je peux le voir physiquement, en réel, devant moi, pas juste à la télé. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire le changement pour aller à Détroit. J'avais travaillé avec Pasquale déjà. Je ne sais pas si tu connais Pasquale Camerlengo. Oui, ben, je le connais pas personnellement, mais je sais c'est qui de Ouais, visage et de nom. ouais, c'est ça. Donc, c'est un grand chorégraphe. J'avais travaillé avec lui déjà il y avait quelques années sur certains programmes. Donc, je savais que cet endroit-là, il y avait Jeremy Abbott qui était là, il y avait Ouais. Adam Rippon qui était là, il y avait Alyssa Cisney qui était là.
Il y avait Valentina Marquez qui était là. Il y avait, après ça, il y avait tous les danseurs, les Caitlin et Andrew. Il y avait Nathalie et Nathalie Péchela et Fabien. Fabien. Et il y avait, en tout cas, il y avait plein de couples. Massimo était là. Il y avait plein de couples de haut niveau, plein de patineurs de simple de haut niveau. Donc, c'était vraiment, je regardais ça, je me disais, OK, ça, c'est le genre d'environnement dans lequel j'ai envie d'être. Il y a des champions. Ils sont tous champions à leurs propres nationaux, dans leur propre pays. Valentina était championne en Italie. Jeremy venait de gagner les championnats américains juste avant les Jeux olympiques de 2010. Il avait patiné le programme long de sa vie. Il avait fait 2 quads. Il avait battu Evan Lysacek juste avant les Olympiques. Donc, lui, il était vraiment à sa forme. Il y avait Alissa Cisny qui était championne américaine. Donc, c'était vraiment une école de champions. Et je voulais aller là justement pour apprendre de cette énergie-là. Donc, avoir la dynamique d'avoir tout le temps des champions autour de toi aussi. Puis, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, puis pour moi, c'est comme quand je suis arrivé là, tu sais, je faisais triple axel déjà. J'avais 20, je pense que j'avais 21 ans. 20 ans, je venais d'avoir 21 ans. Ça faisait quelques semaines. Et puis, je faisais triple axel, mais encore là, c'était pas constant. Je pouvais en faire 10 sur 10 un jour et l'autre jour, j'en faisais peut-être 1 sur 10. Ou un autre jour, j'en faisais 0. Donc, d'arriver là et de voir que ces gars-là, ils font des triple axel tous les jours, tout le temps, sans problème. Pour moi, ça a été un peu genre une révélation parce que j'étais comme, OK, en fait, un triple axel, c'est pas si dur que ça. Si eux, ils arrivent à le faire tous les jours, pourquoi moi, je ne peux pas faire ça? Et Jeremy qui faisait des quads tôt, Adam qui travaillait sur des quads lots. Donc, je voyais des gens travailler sur des quads, tandis que où est-ce que j'avais grandi et dans mon environnement, il n'y avait personne qui travaillait sur des quads. J'étais le seul et même là, j'en étais très loin, tellement loin que je ne savais même pas si un jour j'allais pouvoir le faire. Je savais que dans le fond de moi, je pouvais le faire et je voulais le faire, mais je n'étais pas sûr si j'avais le bon environnement pour ça. Et encore là, tout ça, c'est une perspective. Tu vois, ça aurait pu être possible. Mais pour moi, dans ce temps-là, dans ce moment-là, j'avais besoin d'être ailleurs. J'avais besoin d'être quelque part où je voyais des gens le faire pour me convaincre que je pouvais le faire moi aussi. Tu comprends? Oui. Donc, tu avais besoin de cette motivation un peu externe là aussi de l'environnement qui était autour de toi. Là. Exactement. Donc, je suis arrivé là et puis c'était vraiment cool, pour être honnête. J'étais là avec Daisuke venait s'entraîner là des fois. Comme c'était tous les champions que je voyais à la télé, les gens que je voyais compétitionner au championnat du monde, ils passaient par là. Donc c'était très excitant. Même d'ailleurs, les premiers jours, quand je suis arrivé là-bas, les 3 premiers jours, je pense que j'ai fait aucune erreur. Je faisais des triple axel crypto, je faisais des triple partout. Je faisais vraiment, j'étais motivé, j'étais en train d'exploser, j'avais plein de joie. En fait, j'étais pas dans un mode réel. J'étais un peu dans une illusion. Tu sais, tout allait bien et je me suis dit, mais c'est tout ce que j'avais besoin, c'est de faire ce changement. Tout nanana. Et puis finalement, après 3 jours, l'excitement est descendu et c'est là que toutes les erreurs commençaient à revenir. Le triple axel commençait à être inconstant, ça commençait à faire ça, je commençais à me frustrer, tu vois, c'est comme quand tu changes d'environnement au début, c'est excitant et quand tu es dans ce stade qui est excitant, c'est un peu une illusion. Comme je disais, c'est pas la réalité parce que t'es pas en train t'es pas dans un stade mental qui est prêt à travailler sur certains trucs dans lesquels tu as vraiment besoin de travailler. Parce que tu as l'impression sur le moment que j'ai plus de problème, tu vois? Ouais, tu planes un peu sur l'effet de la nouveauté puis de l'excitation et tout, là, donc... Exactement. Donc c'est ça. Donc, après 3 jours, c'est là que j'ai commencé à m'installer et c'est là que j'ai vu Yuka et Jason en train de Ils m'ont dit, OK, viens ici, là, on va parler parce que là, ça fait 3 jours que tu es sur un high et j'avais des leçons avec eux et puis ils me disaient faire certaines corrections, mais j'y pensais même pas parce que j'arrivais à faire le saut, tu vois. Donc, c'était comme, j'étais pas dans le bon mindset. Et là, à ce moment-là, quelques jours plus tard, ils m'ont dit, OK, là, tu es prêt, tu t'es calmé, tu n'es plus sur un high, là, on peut commencer à travailler. Donc, ils m'ont un peu laissé faire, j'ai l'impression qu'ils m'ont laissé faire le clown, tu sais, c'est comme, ils m'ont laissé faire mon truc, mon petit show, et une fois que le show est fini, ils ont dit, OK, là, c'est le temps de commencer à travailler. Ils t'ont laissé passer la fébrilité aussi que tu avais. Fallait que tu vives cette émotion-là.
Exactement, exactement. Et donc, du coup, c'est ça. Ils ont décidé à ce moment-là, vraiment m'asseoir et me dire, OK, ça, c'est le processus qu'on va apprendre. Et en fait, tu n'as pas le choix de le suivre. Et le processus, c'était très difficile à accepter au début parce qu'on est retourné aux bases, complètement. On est retourné à faire des simples accels pendant 3 jours, 1 heure par jour. Je faisais même pas de double, juste des simples. On retournait à la base et à la base et à la base. Et vraiment, c'était un peu. Je savais pourquoi on le faisait. euh, Parce que justement, toute ma carrière vraiment était basée sur le feeling et sur mon explosivité. Que là, on doit enlever tout ça pour pouvoir introduire la technique Mhm. et pour pouvoir se fier sur la technique. Parce que quand le stress est au plus haut, Tu fais pas si tout tu le n'as pas temps la te technique, fier, non. si t'as pas, tu peux pas te fier sur le feeling parce que ton feeling, il est partout. Mhm. C'est comme une tornade qui est en train de tourner à l'intérieur de toi. Donc, c'est impossible de se fier sur ça. Il faut que tu te fies sur quelque chose de beaucoup plus stable qui est vraiment la technique, sur le mouvement, la précision. C'est ce qu'on a commencé à adopter. Donc là, je savais pourquoi on le faisait, mais c'était quand même difficile à passer au travers parce que je savais que je pouvais faire le saut dans ma tête, mais dans mon subconscient, je savais que j'avais besoin de passer à travers cette période-là. Donc, on a passé des mois. On a passé des mois à retravailler ma technique. Et tu vois, je suis arrivé au mois de novembre. On a fini la saison. D'ailleurs, cette saison-là, les championnats canadiens, c'était ma meilleure compétition de la saison. C'était, je pense, ouais, je suis arrivé quatrième. C'était ma première fois. Non, en fait, j'étais dans le top 5 l'année avant, mais cette fois-ci, j'étais quatrième. Donc, j'avais amélioré ma position de l'avant-dernier, de l'année dernière. Et après ça, ça a pris 4 mois. Et non seulement j'avais un triple axel stable, mais j'avais un quad. Donc, ce processus-là a pris de novembre à avril, je dirais, novembre à mai, avril-mai. C'est à peu près 6-7 mois parce que ça a été vraiment un processus qui était très lent. La progression était lente, mais tu vois, après 6-7 mois, j'avais atterri mon premier quad. Tandis que quand je suis arrivé, j'étais loin d'atterrir un quad. J'étais C'est loin ça. d'avoir un triple axel stable. Tu comprends? Donc, tu as pris Euh, un pas, ça a été dur de prendre un pas en arrière, mais finalement, ouais. ça t'a fait avancer beaucoup plus par la suite, là. Exactement. Et une fois que ça s'était établi, après ça, ma saison, quand la saison a commencé, j'ai atterri mon premier quad cette saison-là en compétition au Grand Prix Skate Canada. Et depuis ce temps-là, à chaque compétition, j'ai atterri un quad. Et même à chaque compétition cette année-là et pour l'année après, donc presque 2 ans complètes, j'ai pas manqué un triple axel dans toutes mes compétitions. Toutes. Je faisais un axel dans le court et 2 axels dans le long. Et presque à chaque compétition, je pense qu'il y a un moment où j'ai fait un double axel en tant que deuxième triple axel dans le long, j'ai fait un double. Mais sinon, toute la saison, toutes les 2 saisons après ça, j'ai jamais été aussi stable. Et j'ai jamais été en aussi bonne forme. Je pouvais faire un programme long comme ça. Je me levais le matin, des fois on se réveillait, il nous faisait patiner un dimanche matin à 6 heures du matin, il nous faisait faire des programmes longs. Donc, le niveau d'entraînement et ce qu'il nous demandait physiquement était extrêmement difficile à faire, mais parce qu'on le faisait tous les jours, c'est devenu banal, quoi. C'est devenu Ouais. la norme. Et à partir de ce moment-là, quand tu t'habitues à ça et tu arrives aux compétitions, ben, c'est juste un autre programme. Tu vois? Donc, Il j'ai t'avait mis dans un passé état physique que tu n'avais plus à te poser de questions sur. Tu avais juste à te fier à ta mémoire musculaire en tout temps, en fait, là. exactement. Et ça, c'est un des outils que chaque athlète peut utiliser parce que quand tu es sous pression, tu peux pas. Si tu n'as pas quelque chose sur quoi t'asseoir et te dire, OK, au moins j'ai ça, ça va être la catastrophe, ça va péter. Donc, d'être capable de se fier sur ma forme physique et me dire, OK, ça, au moins ça, là, la pensée des fois, parce que moi, ça me passe souvent par la tête quand je faisais des programmes, je ne sais pas pour toi, mais la pensée de, euh, est-ce que je vais être capable de finir ce programme? Ouais. Tu sais, physiquement, est-ce que je vais survivre? Tu sais, est-ce que je vais être capable de rentrer mes derniers sauts sans mourir? Cette pensée-là, elle est très réelle. Ouais, absolument. Et si tu peux éliminer cette pensée-là,
déjà, tu as beaucoup plus de chances. Tu as un poids de moins sur les épaules aussi, là. Exactement, exactement. Donc ça, c'est ce que Détroit vraiment m'a appris, c'est la constance dans l'entraînement, comment s'entraîner tous les jours pour être prêt, vraiment physiquement prêt pour une compétition. Mentalement, ça, c'est autre chose. Mais physiquement, tu dois te préparer d'une certaine façon. Comme ça, tu arrives là et tu n'as pas de souci de ça. Donc, et encore là, la précision technique, c'est quelque chose que j'ai vraiment que j'ai réussi à appliquer durant mes 4 ans à Détroit. Donc ça, c'est ma période à Détroit. Maintenant, quand je suis revenu à Montréal, la raison pourquoi j'étais parti, premièrement, ça devenait vraiment cher aux États-Unis. Je ne pouvais pas travailler là-bas, donc c'était très difficile de payer les factures. Absolument. C'est simple. Puis C'est simple que ça. le patinage, à la base, c'est un sport qui coûte extrêmement cher. Donc, Exactement. en plus, aux États-Unis, ça rajoute encore plus au coût. Exactement. Et moi, ce que je faisais, c'est que durant ma saison de compétition, je ne pouvais pas vraiment faire de show. Mais une fois que ma saison de compétition terminait, c'est comme je remplissais chaque week-end et chaque show que je pouvais durant ce temps-là, jusqu'à temps que ma saison commence. Et après ça, j'essaie d'avoir genre un budget, puis j'essaie de faire ça, de garder chaque petit sou jusqu'au dernier moment. Tu sais, c'est très difficile à faire, puis c'est même pas assez. En tout cas, donc ça, c'était une des raisons. L'autre raison, c'est que j'étais prêt aussi à retourner chez moi. J'étais prêt à retourner au Québec. J'étais prêt à retourner chez ma famille. J'avais besoin parce que je savais que ma carrière terminait. Comme là, c'était en 2015, donc il me restait 3 ans, en fait. Il me restait 3 saisons complètes avant, parce que je savais que j'allais terminer en 2018. Peu importe le résultat olympique ou pas olympique, je savais que j'allais terminer à ce moment-là. Donc, je voulais retourner chez moi. Je voulais aussi revoir le pourquoi je patinais. Parce qu'à ce moment-là, quand je suis parti, juste avant que je parte, j'ai eu mes pires nationaux. C'était l'année où est-ce que j'étais Patrick qui ne compétitionnait pas. Ouais. Donc, en 2015. 2015. Donc, c'était ouvert à quiconque allait performer. Et puis, j'ai eu une des pires performances de ma vie. J'ai re-questionné vraiment ma carrière, le pourquoi je le faisais. Parce qu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, j'avais encore dans ma tête que je veux être champion olympique. Et si je ne suis pas champion olympique, ben, j'ai pas réussi dans ma carrière. Tu vois, c'était encore un peu le mindset dans lequel j'étais. Et quand j'ai réalisé que j'ai complètement... ouais, c'était un désastre, en fait. Mais quand j'ai réalisé que je n'allais pas être champion olympique, et même là, peut-être je ne vais même pas être champion national, ben, pourquoi continuer? Tu vois, j'ai commencé à me poser des Ça t'a questions. remis en doute dans tes motivations. Puis, Ouais, complètement. Parce que j'ai réalisé que mes motivations étaient externes. Mes motivations venaient de l'extérieur. Ça venait d'avoir un certain statut ou d'avoir une certaine médaille ou d'avoir ci et ça, mais tout était externe. De faire plaisir à ma mère, à mes parents, à mes coachs. Tu sais, c'était vraiment... J'avais réalisé à ce moment-là que toutes les raisons pourquoi je faisais ce sport-là étaient des raisons qui étaient à l'extérieur de moi. il n'y avait aucune raison qui était pour toi, en fait. Là. Non, pas à ce moment-là, vraiment. Et oui, il y avait certains trucs qui me plaisaient et que je voulais faire, mais ce n'était pas la raison pourquoi je le faisais. Donc, c'est là que j'ai re-questionné tout. Je suis même allé en Afrique avec mon père. J'ai laissé tomber le patin et je me suis dit, je ne vais pas retourner sur la glace jusqu'à temps que je trouve une raison pourquoi je veux faire ça, pourquoi continuer. Donc ça, c'était le début de mon année 2015. Donc ça, c'était arrivé, les championnats nationaux étaient en janvier. Et jusqu'à avril, je n'avais pas vraiment patiné. Et justement, j'étais dans ce mode de questionnement-là. Et c'est là vraiment que j'ai découvert le pourquoi je faisais ce sport-là et le pourquoi je voulais continuer. Et pour moi, c'est venu vraiment à le côté performance, le côté connexion avec le public, d'être capable de partager ce que j'ai à l'intérieur de moi, d'être capable de partager ce que j'ai envie que les autres vivent dans ce moment-là. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais aussi un certain
une habileté, justement, qui était très naturelle pour moi de Ah oui, performer. c'est une de tes grandes Donc, forces, en fait, là. ben, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que c'était une force. Parce qu'avant ça, j'avais, pour moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était les sauts, les quads et d'être capable de me placer sur le podium dans certaines compétitions. Tu vois, donc c'était pas. J'avais l'impression que j'avais ça à l'intérieur de moi, mais j'étais pas. C'était pas mon focus. Donc, à ce moment-là, c'est là que j'ai décidé, OK, si je vais continuer, je vais me focuser sur ça, je vais me baser sur ça. Je vais me dire que la raison pourquoi je le fais, c'est non seulement, oui, d'être capable de performer techniquement, mais aussi d'être capable de connecter. Mhm. Et c'est là que je dis, ben, je vais retourner à Montréal, premièrement parce que j'ai envie d'être avec ma famille, j'ai envie d'être connecté avec mon sang, avec mes personnes, avec ma famille. J'ai envie de me retrouver dans ce groupe-là. Avec Bruno aussi, on a toujours connecté à un certain niveau. Même avant, on ne se connaissait pas trop, mais quand on avait des conversations, on allait, euh, on allait quand même assez loin. Tu vois, Mhm. c'était pas juste des conversations qui restent sur C'est comment on pas en dit, sur une surface, là. surface level, c'est Ouais, c'est ça. ça. Je vais pas en surface. Donc quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, OK, ben, je pourrais peut-être aller m'entraîner avec Bruno. Donc, je l'ai appelé. On s'est rencontrés à Montréal. On est allé à un café, on s'est assis et on a parlé pendant 1 heure, 2 heures. Et puis, on a réalisé que, OK, on peut faire ça ensemble. On voit la même chose, on a la même vision. Et je sais que Bruno, il travaillait déjà avec Kevin Reynolds, il travaillait avec d'autres patineurs. Il était capable d'enseigner la technique en simple. C'était Mhm. pas juste un coach de père. Donc, de ce côté-là, je me suis dit, ben, je vais lui faire confiance, puis je veux voir où est-ce que ça va aller. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment me concentrer sur euh, le, être capable de jumeler la technique et l'artistique ensemble. C'était vraiment ça, c'était mon but de retourner à Montréal. Parce que quand je t'ai dit, quand j'étais à Montréal avec Eric et Ouais. Linette, on travaillait beaucoup sur le côté artistique, sur le côté unique de Mhm. chaque patineur. Et à Détroit, j'étais vraiment focusé sur la technique. J'étais vraiment focusé sur les skating skills, sur les spins, tout ce qui était technique dans le sport. Et là, je revenais à Montréal et je voulais faire ça. Jumeler les Et deux ensemble. exactement. Je savais que Bruno pouvait le faire et je savais que Julie pouvait le faire. J'avais jamais travaillé avec Julie encore, mais j'avais l'impression qu'avec elle, on allait être capable d'aller dans cette direction-là. Mais encore là, je dis ça que je savais, mais je réalise maintenant que j'avais aucune idée à quel point c'était, Tu pensais c'était le la savoir, réalité. mais. Je pensais savoir, mais j'avais aucune idée. J'avais vraiment aucune idée. Je savais pas à quelle profondeur ça allait aller avec Julie. Mhm. Um, donc ça, c'est très intéressant à revoir ce sujet-là, justement, parce que, comme je te dis, j'avais cette vision qu'on allait connecter et tout ça, mais vraiment, c'est aller beaucoup plus loin que ça. Et Julie, elle peut t'en parler. Oui, puis ben, en fait, je viens d'enregistrer un podcast avec Julie aussi. Puis OK. elle me dit exactement la même chose de son côté à elle. Donc, tu sais, je pense que Ouais, les deux, vous n'aviez pas idée à quel point vous alliez pouvoir vous élever ensemble dans cette relation-là. Tu sais, autant professionnelle que personnelle, parce que ouais, c'était, je bien, veux dire, absolument. ça vous a fait évoluer aux deux niveaux, je pense, là, pas seulement professionnel. Donc, Absolument, puis, absolument. Elle a été une grande partie de mon cheminement personnel et dans le sport. C'est énorme. J'ai même des frissons à t'en parler. Et Bruno aussi. Les deux ensemble, ça a été. J'ai l'impression qu'on était une force qui était exactement ce que j'ai envie. Comment on dit, je suis en train de perdre les mots en français. Je suis tellement habitué de parler en anglais. Euh, il n'y a pas de problème. envisioned. Ouais, tu l'envisageais, là, tu avais Bon, ça en tête, là. c'est ça, c'est ça, Tu avais c'est comme un ça, idéaliste, exactement. un idéal de comme ce que tu voyais pour toi, ce qui aurait pu être le mieux, puis c'était ça. Exactement, Puis là, exactement. tu t'es ramassé là à vivre ça, là, en fait. Là. Exactement. Donc c'est ça. Donc ça, c'est le début de mon cheminement à Montréal quand je suis retourné. Et puis vraiment, ça a été... et avec Bruno, on a pris la fondation que j'avais bâtie à Détroit sur ma technique. On a continué à appliquer ça. Et même, je dirais qu'avec Bruno, non seulement je faisais mes quads, mais j'avais jamais fait de quad aussi facilement que ça. C'était rendu à un point où est-ce que il y a certains jours que ça en était ridicule. J'étais comme,
je fais rien, là, puis je suis en train de faire des quads, c'est fou, même mon triple axel. Et je dirais que vers la fin de ma carrière, c'était vraiment là où ce que j'ai trouvé la plus grande stabilité, justement, côté technique et côté sauce, c'était avec Bruno, justement, parce que non seulement ce qu'il enseignait était très similaire à ce que je faisais déjà à Détroit avec Yuka et Jason, mais on arrivait à, on arrivait à aller plus loin parce qu'il il comprenait moi, il comprenait mon mouvement, ma façon de bouger et il comprenait mon corps d'une façon que personne n'avait jamais compris avant. Donc, ça faisait en sorte qu'il pouvait modifier certains trucs sans même que je le sache et ça faisait une différence directe. Mhm. Ça avait un impact immédiat. Donc, ça, c'est un aspect qui a complètement changé justement ma carrière, encore une fois, du côté technique. Et encore là, avec Julie, ben, on s'en est parlé. Puis, Julie t'en a parlé. C'est le côté artistique. Elle a réussi à sortir de moi des choses que je ne savais même pas qui étaient là. Tu vois, Absolument. je pense Ouais. que ça, c'est tout ce qu'il y a à être dit vraiment. C'est que je ne savais même pas que je pouvais faire les choses que j'ai fait. Et si ce n'était pas pour elle, je ne l'aurais jamais su. Ouais, Et la ça raison, résume bien l'étendue du cheminement que vous avez fait ensemble, on dirait. Là, ouais, vraiment, vraiment, c'est incroyable ce qu'on a vécu ensemble. Et justement, je faisais une entrevue ce matin avec Niki ouais. pour des patineurs des Pays-Bas. Et puis, on parlait justement de ma dernière performance au Nationaux, le programme court. Puis, je suis en train de lui expliquer le processus que moi et Julie, on a pris pour chorégraphier ça. Et c'était c'était magique. C'était hors de l'ordinaire Mhm. complètement. Du moment où la musique a commencé à jouer, j'ai connecté. Elle savait, elle, cette chanson-là, quand elle jouait, elle n'arrivait pas à me sortir de sa tête sans même m'en avoir parlé. Donc, elle était connectée à cette musique-là déjà. Elle me l'a montré. Moi, j'étais directement connecté. Dès que j'ai entendu les premiers sons, le piano au début, là, et dès que Mhm. la voix embarque, dès que j'ai entendu ça, j'ai connecté directement. Tu vois, j'ai même des frissons à en parler maintenant parce que même jusqu'à ce moment-là, c'est une chanson qui m'habite. Tu vois, Mhm. c'est plus que juste une chanson que j'aime ou c'est une chanson que j'aime performer dessus. C'est vraiment cette chanson, elle m'habite. Et puis, dès le début, on a compris ça. Et c'est là qu'on a commencé à travailler. Et je pense qu'on avait travaillé une heure et demie et on avait quasiment fini le programme. Tu sais, ça s'est passé tellement vite, c'était tellement naturel, ça bougeait, on était en synchronicité. C'était incroyable. C'est quelque chose que tu n'arrives pas, tu peux même pas expliquer. Ça arrive, tu sais, ça arrive pas tout le temps, mais c'est arrivé dans ce moment-là. Et ça a été le début justement de ce parcours avec ce programme que j'avais à travers les 2 ans que j'ai patiné sur cette musique jusqu'au moment où tout est arrivé. Il y a Mhm. pas d'autre façon de le décrire. Tout est arrivé en même temps. Tout ce qui, tout ce qu'on a travaillé, ce programme-là, après la première saison de l'avoir compétitionné, oui, c'était bon, les gens aimaient, il y avait beaucoup de passion, mais ça n'avait jamais fait ça complètement. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce moment-là, justement, au championnat canadien, où est-ce que tout est venu comme ça. Et c'est plus que le côté technique et artistique, c'est le côté émotionnel, c'est le côté mental, c'est le côté spirituel, le côté vraiment tout est venu ensemble dans ce moment-là pour créer ce moment qui a été vraiment un cadeau que j'ai reçu, non seulement du public qui était là, mais de l'univers, comme tu veux le dire. Mhm. Ouais, Tu vois? c'était comme au-delà, on dirait. Tous les éléments étaient là, Ouais, rassemblés ensemble dans un seul moment. C'est ouais, des moments vraiment. uniques que tu ne sais jamais s'ils vont réarriver dans une vie, en fait. Là, tellement que c'est. Ben, en tant qu'athlète, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est ce genre de feeling, c'est ce qu'on recherche. Oui, Tu sais, absolument. c'est ce genre de feeling qui nous pousse à s'entraîner. On veut vivre ce moment-là le plus souvent possible. Et ça arrive peut-être 5 fois dans une carrière, peut-être. Tu sais, moi, je peux compter sur une main, peut-être, je rajoute quelques doigts. Dans toute ma carrière de 20 ans, je ne sais pas trop combien de temps Mhm. ça fait que je fais ça. Où est-ce que je peux dire, ouais, c'est arrivé justement de cette façon-là. Donc, mais, je veux dire que
ce que j'ai réalisé avec le temps aussi, c'est que c'est possible de se préparer physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. C'est possible de se préparer pour un moment comme ça. Mhm. C'est possible de se donner les meilleures chances de vivre un moment comme ça. Donc, d'aller chercher les outils qui t'entourent. Ce que tu fais sur une base quotidienne, tous les jours, vont déterminer si ça va arriver ou pas. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé et je veux partager avec tout le monde parce que si j'aurais aimé réaliser ça un peu plus tôt dans ma carrière et pas que ça aurait nécessairement changé ma carrière en tant que résultat ou quoi que ce soit, mais ça aurait fait en sorte que passer à travers certaines situations, ben, ça aurait été un peu plus facile, tu vois. Donc, ouais. Puis aussi comme tu dis, en te préparant comme ça, parce qu'on s'entend que dans le sport, il n'y a pas de miracle qui arrive. Tu as fait une performance qui était incroyable, mais tu l'as travaillé, cette performance-là. Elle n'est pas arrivée par magie comme ça. Donc, c'est aller chercher les outils, oui. Puis après ça, une fois que tu as tous les outils puis toutes les ressources, ben là, tu en as créé. C'est toi qui as créé ça, en fait. Là. C'est pas l'univers qui t'a donné ce moment-là, c'est toi qui t'as donné la chance de vivre ce moment-là. Exactement. Je pense que tu le mets d'une bonne façon. Puis ce que je réalise aussi, c'est que tous ces outils-là, on se prépare toute une saison pour la fin de la saison. Mais tu vois, moi, j'ai pas eu de saison. Mm-hmm. J'ai été 3 mois sans patiner à cause de ma commotion. Ouais. Donc, on a cette idée qu'on commence là, au début de la saison, et qu'il faut qu'on commence le plus tôt possible pour pouvoir vraiment comme se rendre où on veut se rendre tranquillement. Mais j'ai réalisé aussi que pour moi, j'ai passé de 0, 3 mois sans patiner. Après ça, j'avais 1 mois pour me préparer pour cette compétition. J'ai passé de 0 à ce moment-là en l'espace d'1 mois. Tu n'as pas eu besoin de toute ta saison que normalement tu aurais eu besoin en théorie. Là. Selon tes anciennes années. C'est ça. Puis je pense que la raison pourquoi, c'est parce que j'étais dans le bon stade mental et émotionnel. Et ça peut accélérer ton processus fois 1000. Oui, tu peux t'entraîner physiquement tous les jours, mais si mentalement et émotionnellement, tu n'es pas présent et tu n'es pas dans le bon cadre, tu perds ton temps. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est encore plus important d'être dans le bon stade mental et dans le bon stade émotionnel avant même de commencer à pouvoir voir une progression du côté physique. Donc, moi, c'est ce que j'avais réalisé à ce moment-là. Puis, même si tu prends les 4 continents que j'ai compétitionné 2 semaines après les championnats canadiens, j'avais pas envie d'être là. Pour moi, après le programme court, ma carrière était finie. Moi, j'avais plus besoin de rien faire. À ce moment-là, j'avais décidé que j'en avais fait assez, que j'avais enfin l'impression que j'étais assez. J'ai fait assez. J'ai réussi dans ma carrière. Tandis que avant ce moment-là, j'avais pas l'impression nécessairement que ça, c'était quelque chose que j'aurais pu dire après avoir pris ma retraite. Donc, avoir un moment aussi intense comme ça, après ça, d'aller et compétitionner en Taïwan, aux 4 continents, 2 semaines plus tard, je ne voyais pas le but. J'avais aucune motivation de faire ça. Et c'est Bruno et Julie, on a eu plusieurs meetings, on a essayé de trouver la raison pourquoi on devait y aller ou pourquoi on devrait le faire. Et finalement, j'ai trouvé une raison personnelle pour y aller. Et ça, on peut s'en parler, je peux partager ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis allé aux 4 continents après ça. Et pendant 2 semaines, ça a été très difficile de m'entraîner. Je n'ai pas fait un programme long au complet pendant ces 2 semaines d'entraînement-là. Parce que justement, je n'avais pas nécessairement de motivation. J'ai passé 4 jours après les Canadiens, les championnats canadiens. Je n'ai pas patiné pendant 4 jours. Donc là, j'avais peut-être 1 semaine et demie pour me préparer. Et je n'avais pas nécessairement la motivation. Même rendu là-bas, je n'avais pas fait de programme long au complet ou même de programme court au complet. Et je suis arrivé là, aux 4 continents, au moment où c'était le temps de performer, parce que j'étais dans le bon stade mental et j'étais dans le bon stade émotionnel, j'ai fait 2 programmes courts, 2 programmes clean. J'ai fait un programme court clean et un programme long clean. 2 programmes
back-to-back que j'avais même pas fait au Canadien. Parce qu'au championnat canadien, j'ai fait des erreurs dans le programme long. C'est encore meilleur que ce que tu venais de faire. Techniquement, j'ai performé encore mieux qu'au Canadien. Ouais. Mais c'est sûr qu'émotionnellement, c'est une histoire complètement différente. Le contexte était différent aussi. Le contexte était différent, mais si tu regardes le côté technique du sport, j'ai performé encore mieux que j'ai performé au championnat canadien. Puis je ne me suis pas nécessairement plus entraîné qu'avant les championnats canadiens. Je me suis même entraîné moins. Mais parce que mon corps était déjà dans ce stade où il était prêt à performer. J'avais déjà performé. J'avais déjà accompli ce que j'avais besoin d'accomplir. J'avais plus cette pression. J'avais plus rien qui me dérangeait mentalement et émotionnellement. Que je suis arrivé là, j'ai performé. Même mon programme long, là, je te dis, j'ai terminé. J'ai regardé Julie, là. Puis je ne vais pas répéter les mots que j'ai dit, mais c'est dit WTF. Puis j'arrêtais pas de répéter ça parce que je lui ai dit, je suis comme, mais je suis même pas fatigué. Je viens de faire un programme long clean, j'ai fait aucune erreur, j'étais complètement dans le présent, mais je suis même pas fatigué. J'avais l'impression, parce que moi, je pensais que j'allais être fatigué. Ça faisait 3 semaines techniquement que j'avais pas fait de programme long. Donc, de comprendre que quand tu es dans un état mental et émotionnel qui est stable et qui est en équilibre, ton corps va suivre. Absolument. Puis comme tu as dit, tout ce que tu avais fait avant, mettons le mois que tu avais eu avant les Canadiens, ça ne peut pas disparaître ça non plus. Là. Donc, tu étais déjà tout mis dans les conditions pour réussir. Il fallait juste que, après les Canadiens, parce qu'on s'entend que c'est dur des fois à redescendre au niveau de l'adrénaline aussi et tout, mais comme tu as dit, avec les meetings avec Julie et Bruno, vous avez réussi à trouver la bonne motivation puis le bon état mental. J'imagine que c'est ça qui t'a aidé à justement rester dans ta bonne zone une fois là-bas, même si tu n'avais pas l'entraînement pendant 2 semaines qui était optimal. Exactement. Tu as mis le point, tu as mis le doigt sur le point ou le point sur le bouton, je ne sais pas trop quoi. Tu as dit exactement ce que j'étais en train d'interpréter. Donc, ouais, exactement. Puis justement, tu parles de tes programmes comme ça que j'étais là au championnat canadien cette année-là et c'est un moment qui était fou que même, je pense que les gens dans les estrades, c'est rare qu'ils vont vivre des moments comme ça. Puis ce que j'ai aimé, moi, après, c'est que la première chose que tu as faite, c'est que tu as été remercier le public. Tu sais, normalement, les gens vont faire le salut pour les juges, ce qui est très correct aussi. Puis toi, tu es allé directement vers la foule. Tu es allé vraiment, tu t'es approché des gens, tu as été proche de la bande, tu as été voir les gens. Ce que, pour moi, j'ai jamais vu personne faire ça. C'était vraiment une marque de respect immense. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire ça à ce moment-là? C'était-tu spontané? Qu'est-ce qui s'est passé dans... Ouais, ben en fait, c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. C'est vraiment venu dans le moment. Et puis, la raison pour laquelle, c'était parce que pour cette performance-là, pour ce moment-là, il était pour eux. Ce moment-là était pour l'être humain. C'était pas pour les juges, pour les coachs qui sont là. C'était vraiment pour tout être humain qui était là. Et la façon qu'ils m'ont accepté dans ce moment-là, de la façon qu'ils ont interagi avec moi durant cette performance, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Tu comprends? Dans le monde du patinage artistique. Ça a changé ma perception, ça a changé ma relation avec le patinage artistique dans un moment. Et puis, pour moi, c'était vraiment un moment pour remercier chaque personne qui était non seulement là, présente dans ce moment-là, mais chaque personne qui ont été là dans ma vie, chaque personne qui m'ont supporté, chaque personne qui était là et qui m'ont partagé certaines histoires où est-ce que il y a un moment où est-ce que je les ai touchés, où je les ai fait vivre certains trucs. J'ai vraiment voulu remercier l'être humain qui était là. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller vraiment vers chaque personne. Je me suis dirigé vers eux parce que j'avais envie de les prendre dans mes bras. Tu vois, j'avais envie de les remercier. C'est comme eux, ils se lèvent pour me remercier puis pour m'applaudir pour ce que j'ai fait, mais moi, je suis en train de les remercier de la même façon, d'être là, d'avoir
d'avoir vécu ce moment avec moi. Je pense que c'est ça vraiment qui… Et le plus que j'y pense aussi, le plus que je réalise que même les juges qui étaient là et les officiels qui étaient là, je patinais, j'ai dirigé mon énergie et mon attention vers l'être humain derrière le Ouais. juge, vers l'être humain derrière l'officiel technique. Mhm. Je voyais pas de chiffres, je voyais pas le côté pointage du sport. Je voyais vraiment l'être humain qui était là. Et c'est tout ce que je voyais. Et c'est tout ce que je voulais faire. C'était de partager ce que j'avais. J'avais tellement à l'intérieur de moi que je voulais donner. C'était comme une boule qui avait accumulé, une boule d'énergie qui accumulait depuis les 20 dernières années de ma carrière et qui, à ce moment-là, cette boule-là a fait… Ouais. Elle a explosé Partout dans le stade. et dans tout le stade. Vraiment, et surtout ce que j'avais vécu les 3 derniers mois avec ne pas pouvoir patiner. Je suis tombé en une certaine dépression parce que c'était ma dernière année de compétition, c'était l'année olympique. Avant ça, dans la saison de préparation, l'été, tout ça, j'étais en forme, je faisais des quads. Pour moi, les Olympiques, c'était le but. J'allais enfin vivre mon rêve de faire les Jeux olympiques. Et là, ça s'est arrivé ce moment-là où est-ce que j'ai complètement perdu le fil de la saison avec cette blessure-là. Et à chaque jour, je voyais mon rêve d'aller aux Jeux olympiques s'éloigner de moi, petit à Ouais. petit, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça a été extrêmement difficile à vivre. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une période euh, dans laquelle j'ai guéri beaucoup de, euh, de, des choses dans lesquelles j'avais beaucoup de peine. Par exemple, pour moi, à ce moment-là, même avant que ma blessure arrive, j'étais encore dans le stade mental où est-ce que, personnellement, pour que je sente que j'avais fait assez dans ma carrière, il fallait que j'aille aux Jeux olympiques. Il fallait au Ouais. moins que j'y aille. Tu vois, c'est comme, j'avais cette idée-là que si je me rendais pas aux Jeux olympiques, j'allais pas m'accepter nécessairement et j'allais pas être fier de ma carrière. Et je pense que ça, c'est venu à un moment dans ma vie où est-ce que ça m'a donné l'opportunité de laisser aller cette idée-là. De laisser aller le fait que si je me rends pas aux Jeux olympiques, j'ai pas réussi. Ce lien-là, fallait qu'il soit brisé. Et cette période-là de 3 mois, c'est ça que ça m'a donné l'opportunité de faire. C'est de guérir cette partie-là et de me dire, tu sais quoi, si j'arrête de compétitionner maintenant, parce que techniquement, je ne peux pas patiner et je ne sais pas si je vais même pouvoir aller au championnat canadien. Ouais. Je ne sais même pas si je vais pouvoir finir la saison. Si c'est le cas, est-ce que je suis capable de m'accepter? Est-ce que je suis capable d'accepter le fait que j'ai fait assez? Est-ce que je vais être capable d'être fier de ma carrière? Et c'est seulement le moment où j'ai finalement, je me suis dit, tu sais quoi? Ouais, je suis fier de ma carrière. C'est quand ce moment-là est arrivé où est-ce que j'ai finalement accepté ce côté-là, boum, tout a changé. J'ai commencé à guérir plus vite. J'étais plus dans ce stade qui était lourd, j'avais l'impression que j'étais en train de me noyer dans l'océan. Je ne savais même pas comment me sortir. Tout ça s'est évaporé. Et je me suis dit, tu sais quoi, si j'arrête tout de suite et je ne compétitionne plus, je suis content et je suis fier de ce que j'ai fait. Et c'est là que ça m'a donné l'opportunité justement de prendre ça et d'aller au championnat canadien et de dire, tu sais quoi, à la fin de la journée, je suis déjà fier de ce que j'ai fait dans ma carrière. Mhm. Donc, que je me rende aux Jeux olympiques ou pas dans ce moment-là, ça ne veut rien dire pour moi. Ce que je veux maintenant, c'est d'être capable de performer pour une dernière fois devant mon public. Pour une dernière fois, c'est le championnat canadien que je fais depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Ça fait 25 ans que Non, excuse-moi, ça fait 15 ans, 17 ans, je pense, dans ce moment-là où j'étais en train de performer au championnat canadien. Fait que c'est comme, est-ce que je vais être capable de venir dans ce moment-là et de seulement être présent et de pouvoir performer seulement pour le plaisir de performer? Et c'est ça, cette boule-là que j'avais à l'intérieur de moi, là, qui était enfin, je me suis dit, tu sais quoi, I'm worth it. I've done enough. I am enough. Et je suis fier de ce que j'ai fait. Et c'est ça que j'ai partagé avec le public. Et c'est ça qui a fait en sorte que
ce moment-là était aussi spécial. C'est parce que c'est venu de cet endroit-là, tu vois? Absolument. Puis considères-tu que si tu n'avais pas eu cette réflexion-là, si tu n'avais pas eu cette blessure-là, penses-tu que justement à ce moment-là, il aurait pu être même à ça autant magique, autant aussi unique comme moment? Même Je pense si, pas. exemple, tu n'avais pas eu cette réflexion-là, puis cette difficulté-là d'avoir vécu la commotion. Je pense pas. Je pense pas parce que ce que j'ai amené avec moi au championnat canadien, la fondation était ce que je venais de vivre. Tu comprends? Donc, Oui, absolument. j'aurais pu aller là, j'aurais pu patiner aussi bien, peut-être. Et même sûrement, si j'avais pas eu cette pause, j'aurais peut-être mieux patiné techniquement avec un quad. Qui sait? Mais l'expérience n'aurait pas été la même. Absolument. La, la, euh, la guérison que j'ai vécue durant ce moment-là ne serait pas arrivée. Donc, je ne serais pas où est-ce que je suis maintenant en ce moment. Je ne serais pas en train de vivre de ma passion et je ne serais pas en train de faire les tournées que je fais et d'avoir le succès que j'ai dans toutes les tournées dans lesquelles je fais partie. J'aurais pas ça. J'aurais pas euh, cette fondation derrière moi qui me pousse, qui continue à me pousser à travers ma carrière de professionnel en ce moment. Donc ouais, je pense que ma réponse est non, je pense pas que le moment aurait été le même. Oui, parce que dans le fond, comme tu l'expliques bien, je pense qu'il y a aussi le cheminement personnel qui était là. Tu sais, oui, tu as guéri au niveau physique, mais ça t'a fait grandir beaucoup en tant que personne aussi, je crois, là, cette réflexion-là, justement. Là. Absolument. Et je pense que ce parcours personnel, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu l'expérience athlétique que j'ai eue. Tu Oui, comprends? Donc, absolument. c'est C'est deux choses complémentaire. séparées, mais ils vont ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça, c'est tellement important à chaque personne de vraiment de constamment te regarder en tant qu'être humain en premier et en deuxième, te voir en tant qu'athlète. Parce que pour trop longtemps dans ma vie, je me voyais comme athlète avant d'être humain. Et ce qui fait en sorte que tu bases toute ta confiance, tout ce que tu es, tu le bases sur tes performances athlétiques. Toute Ce ton qui fait estime partie. personnelle, toute Ouais, ton opinion de toi-même était basée sur ouais, juste une compétition, un juste une résultat. compétition ou ta carrière. Et on est plus que ça. On est plus que ça. C'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant ce que tu fais, de voir la personne derrière l'athlète, parce que à la base, c'est ça. C'est ça le plus important. C'est ça et beaucoup d'athlètes qui ont beaucoup de succès en tant que longévité ont une certaine conscience de qui ils sont en tant qu'être humain. Absolument. Ouais. Puis je trouve que c'est ça aussi qu'on oublie parfois dans les médias, justement, parce que ce qu'on nous voit, c'est le 4 minutes qu'on est sur la glace, c'est le 2 minutes que tu fais ton programme court. Donc, on oublie parfois qu'il y a ce côté-là, justement, humain, que c'est pas une machine qui va faire le programme sur la glace. Puis que oui, ça se peut qu'il en fasse des erreurs des fois, puis qu'il n'arrivera pas toujours à gagner la médaille d'or, mais ça, Ouais. parfois, j'ai l'impression qu'on l'oublie. Puis oui, en effet, moi, c'est une des raisons pourquoi je voulais faire ça, ce projet-là. Mais je pense que c'est tellement le portrait parfait de cette explication-là que dans ta vie, tu es tellement plus que juste une performance, juste un résultat. T'sais, comme tu l'as dit, finalement, tu n'es pas allé aux Jeux Olympiques cette année-là, mais ça reste que dans 10 ans, si on demande qui a bien participé à ces championnats-là, tout le monde va se rappeler de ta performance, puis on ne se souviendra peut-être pas nécessairement des autres performances qui sont allées à ces championnats canadiens-là, mais qui ont fini avant toi peut-être. Là. Donc, Exactement. ça montre l'ampleur du moment, puis comme tu dis, tu as touché l'être humain au complet et non juste comme le côté patinage artistique. Ouais. Ouais, Parce que, je suis complètement d'accord avec toi, Mathieu. puis je suis sûr que, comme tu disais aussi avec les officiels, là, je suis convaincu que si tu demandes à chaque officiel sur la table des jeux cette journée-là, je pense qu'ils ont tous apprécié ta performance à un niveau beaucoup plus que du patinage artistique, selon moi. Là. Ben, tu sais, ce qui est vraiment intéressant, je sais pas si, est-ce que tu étais sur, on avait un genre de Zoom, une conférence je pense que c'était cette semaine ou la semaine dernière avec Hugo. Je Oui, sais oui, pas si oui. tu étais là la journée que je suis venu. Oui, je l'ai écouté justement. OK, bon, ben, cette journée-là, moi, ça m'a tellement surpris parce que on a entendu Jérôme
parler de comment cette situation-là euh, les a touchés. Et Ouais, pour moi, parce que en théorie, j'avais toujours l'impression que si tu performes avec ton cœur, tu performes avec ton âme, euh, ça aide ça aide ton score général. ouais, J'avais toujours l'impression que c'était pas juste la technique, mais d'entendre des officiels justement parler de cette situation et de dire que dans ce moment-là, euh, tout est ouvert. Quand il y a une performance qui arrive, qui est si intense et a un impact aussi intense sur le public et sur les juges, qu'à ce moment-là, euh, toutes, les, toutes les lignes qui sont supposées suivre s'enlèvent complètement. Et absolument. il donne ce que le patineur mérite. Et je pense que ça, c'est une bonne leçon à chaque patineur d'apprendre parce que on est tellement focusé sur les sauts et la technique et je dois faire ce quad, je dois faire ci, je dois faire ça. Oui, c'est important de travailler sur les sauts, mais c'est aussi important, sinon pas encore plus important, de travailler sur cet autre côté-là parce que c'est ce qui va te différencier, un, des autres, et deux, c'est ce qui va te donner l'opportunité d'avoir les scores que tu veux avoir, même si peut-être tu n'as pas le niveau technique d'un autre. Moi, je n'ai jamais fait de quad je ne vais jamais en faire. Mhm. Mais si tu me mettais à côté de Nathan Chan dans une performance comme ça et j'ai performé de la façon que j'ai fait, les gens vont se souvenir de moi. Et pourtant, je n'ai pas fait de quad. Tu Mhm. vois? Donc, je pense que c'est quelque chose qui est tellement important de partager justement à nos jeunes et à la prochaine génération d'athlètes. Puis je pense que c'est ça qui te permet aussi de t'épanouir aussi en tant qu'athlète. Parce que, tu Ouais. sais, des fois, tu peux gagner plein de compétitions, puis il y en a beaucoup qui vont vivre ça, ils ont beaucoup de succès, puis à la fin de leur carrière, ils ressentent un vide. Parce qu'après ça, ils se définissent juste par ça. Mais si justement, toi, tu as réussi à aller chercher ce côté-là qui est vraiment plus au-delà de juste, comme tu dis, la technique, tu arrives à t'épanouir, tu arrives à donner un sens aussi à tout ce que tu fais, là, qui est au-delà de juste je veux gagner une médaille. Tu as complètement raison. C'est le message que je partage et ça me fait tellement du bien de t'entendre parler comme ça parce que c'est vraiment ce que je veux expliquer aux gens. Et tu l'as tellement bien dit en ce moment. Pour moi, c'est la leçon la plus importante que j'ai appris dans ma carrière d'athlète parce que j'ai vu tellement de champions qui étaient misérables après leur carrière. Ils sont champions olympiques et ça m'a choqué. Je me dit, mais comment? Pourtant, dans ma vie, c'est comme dans ce moment-là, pourtant, c'est le but, c'est le rêve. Tu as atteint ton rêve. Ouais. C'est pas assez. C'est pas ça. C'est pas ça qui apporte, comme tu as dit, pour pouvoir être vraiment épanoui, il faut vraiment être capable de vivre le moment présent et euh, de le vivre euh, avec une intention qui est interne et non externe. Au-delà de juste remporter une médaille, c'est ça. C'est ça. Puis je pense que le meilleur exemple aussi pour prouver ça, c'est. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, là, mais peu importe quelle compétition tu faisais, avant même de savoir les résultats, tu étais invité au gala. Le, le, le gala Ouais, après la la compétition. compétition. Ouais, Donc, ça prouvait que. ouais, ça même, je pense que c'était une des premières fois que c'est arrivé, c'était au championnat du monde 2014 au Japon, à Saitama. Et Peter Crick, dans le temps, qui était en charge de ça. J'arrive là et dès la première journée de pratique, il est venu me voir et il m'a dit j'ai besoin de tes musiques, prépare-toi parce que j'ai besoin que tu fasses le show. Je dis mais il y avait des chances que je qualifie même pas pour le programme long. Et le gars est en train de me dire qu'il veut que je fasse le show. Donc ça c'est une des premières. Et ça, c'était en 2014. Et c'est là, tu sais, quand je t'ai dit en 2015, quand j'ai revisité le pourquoi je patinais, qu'est-ce que je Ouais. faisais, ce moment-là en 2014 m'a marqué parce que je me suis dit, mais attends, je vais être là, je vais performer avec les champions du monde qui vont être là, le top 3, le top 5, je ne sais plus trop quoi, je ne m'en souviens pas, mais je vais être là avec eux en train de performer dans un show. Ça veut dire que j'ai
j'ai quelque chose qui se voit pas tout le temps. J'ai quelque chose qui est différent. Et c'est là que ça m'a vraiment... Et il y a quelques moments comme ça dans ma carrière où est-ce que j'ai eu cette réalisation, parce que j'ai dit, mais je suis entouré de champions en ce moment. Comme une fois, je suis allé j'ai fait un show pour notre très bon ami Denis Ten. Ça, c'était en 2014 aussi, juste après les championnats du monde. Je suis allé là, et il y avait Alexei Yagudin, il y avait Daisuke, il y avait Evan Lysacek, il y avait Karolina Kostner, il y avait Mao Asada, il y avait Evgeny Plushenko, il y avait... Nomme-les, ils sont tous des champions olympiques ou médaillés olympiques, minimum. Tout le monde. Il y avait les champions olympiques en paire de 2006, les champions olympiques en paire de 2002. En tout cas, tout ça pour dire que c'était tous des champions ou médaillés. Brian Joubert était là. En tout cas, je peux te nommer tellement de noms et j'avais eu justement ce moment de réalisation parce que je suis comme, mais je suis entouré de champions olympiques ou de médaillés olympiques en ce moment. Je suis le seul qui n'a aucune médaille, non seulement olympique, mais aucune médaille mondiale et aucune médaille nationale. C'était à ce point-là du côté, le côté résultat, le côté médaille. J'étais complètement dans une autre catégorie, mais j'étais là avec eux en train de performer. J'étais sur la glace et les applaudissements qui venaient vers moi étaient similaires à ceux qui donnaient pour Alexei Yagudin, qui était mon idole d'enfance. Et ça, c'est un autre moment très fort où je me suis dit, wow, OK, il y a quelque chose qui se passe là. Oui, surtout parce que rendu en spectacle, les gens, ça leur dérange pas, c'est qui tu es ou c'est quoi ton résultat que tu as eu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est connecter, c'est ça exactement, c'est vivre quelque chose de drôle ou de joyeux ou de touchant, tu sais, mais que tu sois arrivé premier ou dernier, si tu leur fais vivre ça, eux autres, ça ne change rien. Là. Exactement, exactement. Et je pense que c'est quelque chose que j'essaie vraiment de partager à nos jeunes. Parce que j'ai l'impression que notre sport qui se dirige un peu plus, de plus en plus vers le côté technique et ce côté artistique-là, ce côté performance est un peu négligé. Et je pense que c'est important de le faire réaliser que c'est non seulement une façon de réussir et d'avoir du succès, mais c'est aussi une façon d'être, d'avoir ce sentiment d'épanouissement. Absolument. Puis justement, je pense que, tu sais, oui, tu peux le faire à travers les spectacles, mais aussi, tu as démarré Skate Global, comme que je disais plus tôt, qui justement, je pense, essaie de promouvoir ça beaucoup à travers puis pas juste à travers le Canada, mais vraiment à travers le monde. Dis-moi, c'est d'où ça t'est venu, cette idée-là de partir cette entreprise-là, puis comment c'est arrivé le processus? Ben ça, c'était avant que notre carrière termine, moi et Liam Fierce, un bon ami à moi. On est en train de se questionner, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour partager tout ce qu'on a appris dans notre sport, toutes les leçons, comment on peut... Parce que oui, on peut aller, en faisant des shows, t'inspires des jeunes, en allant, quand tu coaches une fois de temps en temps, tu peux inspirer certains jeunes, mais nous, on voulait faire ça sur une plateforme plus accessible pour plus de gens. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire des séminaires. Mais au début, c'était basé plus sur... c'est bizarre à dire, mais c'était au début un peu basé plus sur le côté technique du sport, mais avec une portion artistique. Donc, on voyait que beaucoup de séminaires étaient juste technique. Si tu vas prendre un séminaire. Et si tu veux voir un séminaire technique, viens pas nous voir, va voir Manon, va voir Tom Zukrajcek, va voir Rafi, va voir des gens qui sont vraiment spécialisés en technique. Nous, c'est pas notre spécialité, on n'est pas des coachs. Donc, on avait une portion artistique parce que c'est pas quelque chose que les gens faisaient, mais là, on a réalisé que cette portion-là était vraiment en demande. Que non seulement il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça, mais il y avait presque personne qui faisait un genre de séminaire qui était basé sur l'artistique. Donc, c'est là qu'avec Michelle, ma fiancée, on a commencé parce qu'elle travaille beaucoup dans le monde de la danse et elle travaille justement sur ce côté-là avec les danseurs. Elle travaille sur ce côté connexion émotionnelle. Et ça s'applique énormément en patinage artistique. Donc, on a décidé ensemble, et Liam
à ce moment-là, il était vraiment occupé avec parce que là, maintenant, il travaille dans la finance, donc il était vraiment occupé de ce côté-là. Donc, on a décidé d'aller de nos propres chemins, mais Michel, elle est venue et ensemble, on a commencé à voir, OK, comment on peut créer cet environnement-là où est-ce qu'on peut solliciter non seulement le côté artistique, mais le côté créatif. Parce que ça, c'est aussi, c'est à la base de la performance et c'est à la base de de l'art aussi. De l'art, de l'artistique. C'est la création. Et on est tous créatifs. Chaque être humain a ce côté créatif. Peu importe ce que tu veux croire, la personne l'électricien a un côté créatif quand il est en train de... C'est de l'art ce qu'il fait, tu vois? Donc, chaque personne qui travaille dans n'importe quel domaine a une façon d'être créatif et je pense qu'en patinage artistique, on est souvent bloqué quand ça arrive à notre créativité parce que souvent, les coachs vont choisir par exemple, une chanson sur laquelle on va patiner. Un chorégraphe va nous donner notre chorégraphie. Donc, on fait juste apprendre une chorégraphie. On n'est pas en train de la créer. Donc, on n'est jamais vraiment dans un mode créatif. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que on est dans un sport qui est tellement créatif que c'est dommage de ne pas utiliser ce côté-là de notre cerveau. Donc, et l'autre point que je veux apporter, qui fait en sorte que c'est difficile en tant que patineur d'être créatif des fois, c'est qu'on est constamment jugé. C'est un sport qui est jugé. Donc, non seulement on est jugé par les juges quand on compétitionne, mais on est constamment jugé par notre équipe nationale ou provinciale qui regarde nos programmes et nous dit « Ah, je ne sais pas trop, blablabla, blablabla. » On est constamment jugé par d'autres coachs, par d'autres patineurs, par nos parents, par quoi que ce soit. On est constamment jugé à chaque seconde, même avant même qu'on arrive dans le 6 minutes d'échauffement, on est déjà en train d'être jugé. Donc, ce côté-là fait en sorte que ça laisse pas de place à explorer, à l'exploration de la créativité. Parce que souvent, pour moi, je trouve le problème numéro un, le bloc numéro un de la créativité, c'est le jugement. Ouais. Donc, non seulement le jugement des autres, mais le jugement de soi-même. Et ça parce qu'on finit par avoir peur du jugement. Puis, exactement. On finit à avoir peur du jugement. Donc, ça bloque toute créativité. Tu ne peux pas créer dans un mode de peur. C'est impossible. Donc, c'est de prendre ça et de le retirer et essayer de créer de la place, justement, pour la créativité. Donc, c'est pour ça qu'on voulait créer un environnement où ça peut être où ce que les patineurs peuvent se sentir sécures, ils peuvent se sentir où est-ce qu'ils ne vont pas être jugés. Genre de bulle. On dit a safe space. Ouais. Tu veux créer ce genre d'espace où est-ce que le patineur ne va pas se sentir jugé, il va se sentir seul dans son monde, et il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a personne qui va lui dire que ce qu'il a fait a l'air ridicule ou pas. Et je pense que ça, c'est une des choses qui est les plus importantes, justement, pour essayer de commencer cette étincelle d'exploration. Donc, c'est ce qu'on fait avec nos séminaires et on a réalisé qu'avec le temps, c'est quelque chose que beaucoup de patineurs veulent vivre. Ils veulent être capables de créer sans être jugés. Et en même temps, en travaillant sur ce côté de création, ce côté de créer dans le sport, tu travailles sur le côté personnel où est-ce que tu commences à ne pas écouter non seulement tes pensées, mais les pensées des autres par rapport à ce que tu fais. Donc, non seulement tu grandis en tant qu'athlète et en tant qu'artiste, mais tu grandis en tant que personne aussi. Ça, c'est des outils que tu peux utiliser en tant qu'être humain. Et je pense que c'est à la base de ce qu'on veut faire avec Skate Global et ce qu'on veut faire avec nos séminaires. Et c'est créer cet espace où est-ce que ça va donner l'opportunité à une personne au moins de se dire, tu sais quoi, je vais essayer et je m'en fous de ce que tout le monde pense. Et je vais juste faire ce que moi j'ai envie de faire dans ce moment-là. Absolument. Puis je pense que tu l'exprimes vraiment bien parce que, comme tu le dis, il y a tellement de gens qui sont à la recherche d'endroits comme sécuritaires comme ça, on dirait, pour
de confiance puis de liberté d'expression. Puis moi, je parle pour moi, c'est tellement un séminaire que j'aurais aimé assister quand j'étais jeune. Je pense à la chance que tous les patineurs ont Moi aussi. présentement de pouvoir assister à ça. Puis quand j'étais jeune, je me disais, il y a tellement de musique que je voudrais patiner, je n'aurais même pas assez d'une vie pour faire tous ces programmes-là. Fait que là, tu te dis comment tu peux créer, comment tu peux être artistique, comment tu peux être créatif, mais on n'avait pas tout le temps cette liberté-là, justement. Puis je pense que vous offrez vraiment ça aux jeunes, puis ça, ça se transmet dans le feedback qu'ils vont vous donner après aussi, puis dans ce qu'ils partagent, autant sur leurs réseaux sociaux que juste de leur en parler, tout le monde sort de là, qui ont eu un cheminement, ils ont eu une évolution dans leur personne, au-delà de juste le patineur. Là. Je suis complètement d'accord, Mathieu, je suis complètement d'accord. Puis, tu sais, quand tu dis que c'est quelque chose que tu aurais aimé avoir quand tu étais jeune, moi aussi, j'aurais tellement aimé ça, avoir ça quand j'étais jeune. Ça m'a pris tellement de temps, justement, à découvrir ça. Et même jusqu'à présent, il y a même des moments où est-ce que je bloque ma propre créativité, justement, à cause de ces pensées, à cause de cette peur. Et pourtant, c'est ridicule. Tu sais, tout ça, c'est créé dans notre propre mental, c'est créé à l'intérieur, c'est pas réel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Absolument. c'est tellement... C'est notre perception qui est flouée par tout ça. Exactement. Exactement. Donc, je pense que c'est tellement important de commencer à introduire ça à un jeune âge. Et c'est ça qu'on va faire. Le plus jeune, le mieux. Parce qu'on commence déjà à planter quelque chose qui va peut-être grandir en autre chose. Absolument. Puis c'est vrai, comme tu le dis, les séminaires, souvent, tu vas avoir, mettons, 1 heure et demie sur la glace, tu vas avoir un 15 minutes par saut avec une personne qui va faire un saut, une autre l'autre saut. Puis c'est super à ce moment-là pour l'aspect technique, absolument, mais il n'y a pas cet équilibre-là de justement aller chercher la créativité parce que ça reste patinage artistique, c'est plus qu'un sport, il y a l'art qui est derrière ça aussi. Là. Tu crées une œuvre sur la glace, puis je pense, en tout cas, je trouve ça Et absolument on est, ouais, respectable ce que vous faites là. C'est vraiment super. merci. Merci. Puis on est un des seuls sports dans le monde qui combine l'artistique et la technique Ouais, aussi bien. Si tu regardes la gymnastique, oui, il y a un peu d'artistique, mais c'est 90% technique et 10%, et 10% artistique. Tu regardes le synchro dans l'eau, c'est aussi un côté artistique, mais c'est aussi très, très, très technique. Mais je pense que le patinage artistique, ça peut être un sport qui peut être 50-50. Tu sais, tu peux ouais. être aussi fort techniquement que tu l'es artistiquement. Et c'est un des seuls sports qui peut être jumelé aussi bien. Et je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est tellement beau. Ouais, c'est magnifique. C'est un des rares sports aussi que, selon moi, là, que tu peux aller chercher aussi, par exemple, dans la discipline de couple ou de danse, que tu as 2 personnes, un gars, une fille dans la même compétition. Autant ça pourrait être juste le fait d'être une équipe, mais dans un sport individuel, que tu peux aller chercher une relation sur la glace avec un sport artistique, que tu peux vraiment exprimer une histoire ou juste complètement juste une émotion, peu importe, là, Ouais, que ce soit heureux ou triste ou peu importe, là, mais ouais, on a ce privilège-là, on dirait, de pouvoir faire ça, mais on ne l'exploite pas tout le temps à 100%. complètement d'accord. Complètement d'accord avec toi, Mathieu. C'est vraiment beau de t'entendre parler. Vraiment, je trouve qu'on a on a beaucoup de points dans lesquels on se rejoint très bien. Et je trouve ça vraiment cool. Ah ben, je suis bien d'accord parce que je trouve ça vraiment inspirant ce que vous faites. Puis je pense qu'à travers toute la communauté du patinage aussi, les gens trouvent ça inspirant parce on a vu toute la réponse de les intervenants qui sont venus à vos séminaires. Tous les patineurs voulaient venir vous aider. Il y avait Ouais, vraiment la réponse était très grande à ce niveau-là. Là. ouais, ouais, c'était incroyable. Puis l'affaire, c'est que on était tous sur la même page. Moi, Michel, Patrick, Caitlin, Dylan, Nam, Alicia, on était tous sur la même longueur d'onde. On savait ce qu'on voulait. On voulait partager d'une façon qui n'avait jamais été faite avant. Et, et on était tous sur la même page. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça a eu autant de succès, justement. C'est parce qu'on était tous sur la même page et on voulait tous le même résultat à la fin de la Absolument. journée. C'est vraiment super.
On va finir avec une petite question rétrospective, en fait. OK. C'est une question que j'aime bien poser pour terminer l'entrevue. Euh, Mettons, si tu reculais il y a 5 ans, tu te vois il y a 5 ans, quel conseil tu donnerais à toi-même, en fait, dans le passé il y a 5 ans, avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Hmm. Ah, il y en a tellement. Il y en a tellement. Euh, honnêtement, il y a une chose parce que, tu vois, il y a tellement dans notre vie, il y a tellement de moments où on se demande quel est mon avenir? Qu'est-ce qui va arriver? Je veux faire ça. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Il y a tellement de questions qu'on a que moi, ce que je me dirais, c'est littéralement, it's going to be okay. Everything's going to be okay. Everything's going to be fine. Juste continue à faire ce que tu fais. On est tous sur un chemin, sur un parcours qui est magnifique et qui est unique en soi. Et juste, ouais, everything's going to be fine. Everything's going to be okay. C'est parfait, c'est excellent. Puis si on faisait l'opposé, si on se projetait dans 5 ans, Ouais. quel conseil ou qu'est-ce que tu voudrais rappeler à Elage dans 5 ans? Ça, c'est une bonne. Ce que je dirais à Elage dans 5 ans, c'est de continuer à se souvenir des raisons pourquoi je fais ce que je fais. Donc, ouais, de continuer à chaque jour, de continuer à me répéter le pourquoi je fais ce que je fais. Et c'est vraiment, pour moi, le pourquoi je fais ce que je fais, c'est vraiment pour partager, pour essayer d'aider, pour grandir en tant que personne. Donc, vraiment de jamais oublier le pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est parfait. C'est excellent, j'adore ça. Merci. Je pense que, en général, je pense que t'es quelqu'un de très, très inspirant. Puis je pense que la discussion qu'on vient d'avoir, n'importe qui, selon moi, devrait l'écouter. Pas juste quelqu'un qui est un sportif. Là, dans la vie, en général, je pense que tu vas rejoindre les gens sur un niveau tellement plus loin que juste le sport. Je pense que n'importe qui ça serait un bénéfice pour eux de t'écouter parler pendant 1 heure. Là, pour vrai, en tout cas, moi, je suis très inspiré par ça. Puis Merci, j'ai vraiment c'est très gentil. apprécié parler avec toi. Merci beaucoup de ta générosité comme ça. Ça me fait plaisir. Et je te remercie toi aussi pour faire ce que tu fais. Je trouve ça vraiment beau et je trouve que ouais, si je peux t'aider, moi j'ai l'impression on connecte sur le même niveau, fait que j'ai l'impression qu'on peut parler pendant des heures et des heures et des heures. Donc, Absolument. si tu veux qu'on retourne sur une autre conversation, laisse-moi savoir, je suis là, je suis prêt à parler avec toi. Ah ben c'est sûr que ce n'est que partie remise dans ce cas-là. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, Merci. Elad. Merci beaucoup. Merci. Bye.